Le 10 octobre 2025, le fleuve Sahel s'est figé soudainement. 0 litre vers l'extérieur, rupture d'un demi-siècle de dépendance hydraulique, choix assumé malgré pénurie prévue, sanctions financières, gel des prêts et un pari risqué consistant à échanger la stabilité administrée contre une souveraineté mesurable, douloureuse mais revendiquée. Pourquoi Ibrahim Traoré a-t-il estimé que la liberté nationale valait ce coût humain immédiat et qu'enseigne ce geste aux citoyens confrontés aux files d'attente? En un décret, l'eau cesse d'être technique, devient symbole, instrument de pouvoir et ouvre une séquence dont les conséquences dépasseront largement les rives. Cette histoire promet plus qu'un récit de crise hydraulique. Elle propose une lecture précise des coûts réels de la souveraineté, quand elle cesse d'être un slogan pour devenir une politique appliquée, mesurable, vécue au quotidien. L'enjeu pour le public est clair, comprendre en 10 minutes ce que des décennies de dépendance ont rendu invisible, et ce que quelques semaines de rupture ont révélé brutalement. D'un côté, la sécurité fournie par des institutions étrangères, des flux financiers réguliers, une gestion technique externalisée. De l'autre, une décision politique qui transfère le risque vers l'intérieur, expose les faiblesses structurelles et oblige l'État à apprendre sous pression. Ibrahim Traoré ne promet ni confort ni succès immédiat. Il engage le Burkina Faso dans une expérience à haut risque où chaque indicateur négatif devient un test de crédibilité, chaque adaptation locale une preuve de capacité nationale. Ce qui se joue ici dépasse un fleuve. Il s'agit de savoir si un pays peut accepter une phase de perte contrôlée pour reconquérir un pouvoir durable sur ses ressources sans basculer dans l'isolement ou le chaos. Un chiffre éclaire soudain la décision, 99 ans, c'est la durée d'un contrat signé en 1947 qui liait la gestion hydraulique du Burkina Faso à des intérêts extérieurs, bien au-delà de l'indépendance formelle. Lorsque ce document ressurgit des archives nationales presque oubliées, il agit comme un révélateur brutal de la dépendance réelle du pays. Ce contrat ne portait pas seulement sur l'exploitation du fleuve Sahel, il encadrait les barrages, les pompes, les données météorologiques, jusqu'aux droits de pompage et aux volumes autorisés. Même la pluie était comptabilisée selon des standards qui échappaient au contrôle national. Pour Ibrahim Traoré, cette découverte transforme une contrainte technique en problème politique central. Le contexte est alors tendu. Le Burkina Faso affronte une insécurité persistante, une pression économique régionale et une défiance croissante envers les mécanismes hérités de la période coloniale. Dans ce climat, la gestion de l'eau apparaît comme l'ultime dépendance silencieuse, invisible pour la majorité de la population mais structurante pour l'État. Fermer le fleuve n'est donc pas une impulsion soudaine. La décision mûrit dans des semaines d'audits, de lectures juridiques et de consultations techniques. Elle oppose deux visions, préserver une stabilité administrée au prix d'une souveraineté amputée ou accepter l'incertitude pour reprendre la maîtrise des leviers essentiels. Le mini-révélateur est là. La rupture ne vise pas l'eau elle-même, mais le cadre qui en faisait un outil de contrôle externe. En ce sens, Ibrahim Traoré ne coupe pas un flux, il rompt une architecture juridique. La question n'est plus seulement hydraulique, elle devient historique. Pour comprendre les premiers effets concrets de la rupture, il faut quitter les communiqués et entrer dans une salle technique du ministère des Ressources à Ouagadougou. Autour des cartes hydrologiques, une cellule improvisée travaille jour et nuit, ingénieurs, hydrologues, militaires, des profils rarement réunis, désormais contraints d'agir ensemble. Parmi eux, le capitaine Caboret, jeune ingénieur originaire de Bobo-Dioulasso, devient un personnage pivot. Son rôle n'est ni politique ni symbolique. Il consiste à remettre en service des stations de pompage locales, abandonnées depuis plus de 10 ans car jugées non rentables par les anciens opérateurs. En 2 semaines, 10 stations redémarrent. Dans plusieurs villages riverains, l'eau recommence à circuler sans supervision étrangère. L'effet est immédiat, moins par le volume retrouvé que par le signal envoyé. Les habitants découvrent que les systèmes peuvent fonctionner avec des compétences locales, même de manière imparfaite. Cette reprise reste fragile. Les coupures d'électricité sont fréquentes, la pression baisse aux heures de pointe et les files d'attente apparaissent. Mais un basculement psychologique s'opère. L'eau n'est plus perçue comme un service garanti, mais comme une responsabilité collective à organiser.
Dans les rues, des affiches représentant Ibrahim Traoré fleurissent sur les murs, souvent accompagnées d'un mot unique évoquant la dignité. Là où les experts anticipent un effondrement rapide, une partie de la population lit une réappropriation lente. Au fond, une phrase résume l'essentiel. La rupture produit d'abord de la contrainte, mais elle révèle aussi des capacités longtemps mises sous tutelle. La question devient alors simple et décisive. Combien de temps cette mobilisation peut-elle tenir avant que le coup matériel ne rattrape l'élan symbolique ? Tout commence à l'aube, le décret tombe. Les vannes du fleuve Sahel sont fermées sans préavis public prolongé. Les ingénieurs exécutent l'ordre immédiatement. Les alarmes automatiques des stations s'allument. En quelques heures, l'eau cesse de circuler vers les conduites extérieures. Le geste est net, irréversible. Dans les premières 24 heures, la nouvelle se propage plus vite que ses effets physiques. Les réseaux diplomatiques s'activent. Les chancelleries occidentales dénoncent une provocation. Les chaînes internationales parlent de sabotage. Les marchés réagissent par la panique. Ibrahim Traoré, lui, reste silencieux. Il lit les rapports, observe les courbes, mesure le choc avant d'y répondre. Puis vient un moment charnière au 3e jour. Les réactions se matérialisent. Le Fonds monétaire international gèle un prêt estimé à 400 millions de dollars. L'Union européenne suspend plusieurs programmes de coopération. Les États-Unis publient un communiqué sévère. À l'intérieur du pays, les conséquences deviennent tangibles. À Bobo-Dioulasso, la pression chute dans les canalisations. Les agriculteurs ferment les vannes d'irrigation. Les transporteurs réduisent leurs trajets. Les files s'allongent devant les stations-service. Le prix du carburant grimpe de 15% en 2 jours. Les hôpitaux rationnent l'eau. Les écoles ferment plus tôt pour économiser l'électricité. Les usines tournent au ralenti. Chaque indicateur confirme que la décision n'est pas symbolique, mais systémique. Le Burkina Faso entre dans une phase de stress généralisée où chaque secteur absorbe une part du choc. Le soir du 3e jour, Ibrahim Traoré réunit son cabinet. Chaque ministre présente pertes, besoins et options. Le débat est bref. Un plan d'urgence est adopté. Priorité aux zones rurales. Restauration accélérée des pompes locales. Formation d'équipes mixtes composées d'ingénieurs civils et de militaires. L'objectif est clair, éviter l'effondrement logistique tout en maintenant la ligne politique. À l'extérieur, la pression continue. Des entreprises menacent de poursuites internationales. Des diplomates proposent une médiation rapide. La réponse du pouvoir est ferme. La souveraineté ne se négocie pas dans l'urgence. Cette position radicalise les perceptions. Pour certains observateurs, elle frôle l'isolement. Pour d'autres, elle marque une cohérence rare. Les répliques s'installent dans la durée. Le rationnement devient une routine. Des comités villageois organisent la distribution de l'eau. Des ingénieurs burkinabés réparent d'anciennes installations avec des moyens limités. La peur du chaos recule progressivement, remplacée par un apprentissage collectif. Le fleuve, autrefois simple infrastructure, devient un espace politique total. Chaque pompe réparée est perçue comme un acte de résistance. Chaque coupure rappelle le prix du choix effectué. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme l'auteur d'un geste isolé que comme le catalyseur d'une transformation forcée. La séquence est désormais enclenchée. La question n'est plus de savoir si la décision pouvait être évitée, mais jusqu'où ses effets peuvent être absorbés sans rompre l'équilibre social et économique du pays. Avant la fermeture du fleuve Sahel, la situation de référence était stable en apparence. L'électricité hydraulique, l'agriculture irriguée et les flux financiers formaient un équilibre fragile mais fonctionnel. 2 semaines après la décision, les premiers écarts mesurables apparaissent, dessinant un delta net entre dépendance héritée et autonomie en construction. Un premier indicateur apparaît, la production d'électricité. Les rapports nationaux font état d'une baisse de 18% liée à la réduction du débit vers les barrages hydroélectriques. Ce chiffre condense une réalité immédiate. Moins d'eau signifie moins d'énergie disponible aux heures de pointe. En clair, la contrainte hydrique se transforme en contrainte électrique, affectant hôpitaux, écoles et industries légères.
Un deuxième indicateur se précise, l'agriculture irriguée, les cultures dépendantes du fleuve, qui représentaient près d'un tiers de l'activité économique locale, reculent de 15 à 20% selon les provinces. Derrière cette fourchette, on observe des semis retardés, des récoltes fractionnées et des marchés ruraux moins fournis. La perte n'est pas uniforme, mais elle touche d'abord les zones les plus spécialisées, révélant une vulnérabilité structurelle longtemps masquée par l'accès garanti à l'eau. Un troisième indicateur s'impose, l'emploi dans la gestion hydraulique. En réponse directe à la rupture, l'État crée 2000 postes dédiés à l'exploitation locale de l'eau. Ce chiffre n'efface pas les pertes d'ailleurs, mais il signale une substitution stratégique. Des techniciens formés en urgence remplacent des opérateurs extérieurs. La capacité nationale de gestion hydraulique double en quelques mois selon les services concernés. Chaque nombre exige une lecture prudente. La baisse de production électrique indique un coût immédiat, mais aussi un espace de réorganisation. Le recul agricole mesure un choc réel, tout en poussant à des solutions de dérivation et de stockage local. Les créations d'emplois montrent que la contrainte peut générer une dynamique interne à condition d'être pilotée. Sur le plan financier, le gel d'un prêt international prive le pays de liquidités essentielles. Toutefois, cette restriction accélère une réorientation des ressources. Des fonds régionaux sont mobilisés. Le soutien du Mali et du Niger se matérialise par une mutualisation d'équipements. La coopération remplace partiellement l'assistance unilatérale, modifiant la nature des dépendances sans les supprimer totalement. Ibrahim Traoré présente ces chiffres lors d'une allocution radiodiffusée, sans triomphalisme. Il insiste sur l'apprentissage collectif plutôt que sur la victoire. L'argument central est simple, une perte mesurée vaut mieux qu'une dépendance invisible. Les statistiques deviennent alors des marqueurs de transition, non des verdicts définitifs. 1 an plus tôt, ces courbes auraient été interprétées comme les signes d'une crise. Dans le nouveau cadre, elles servent à calibrer des ajustements. Les universités locales enregistrent une hausse des inscriptions en génie hydraulique et en géographie. Les jeunes perçoivent désormais l'eau comme un pouvoir collectif à maîtriser. La preuve chiffrée ne tranche pas le débat, elle le structure. Elle montre que la décision d'Ibrahim Traoré n'est ni indolore ni improvisée. Elle engage le pays dans une trajectoire où chaque point de pourcentage perdu ou regagné devient un indicateur de souveraineté en construction. Deux lectures structurées s'affrontent depuis la fermeture du fleuve Sahel, et chacune mérite d'être prise au sérieux. La première, portée par des économistes africains et des soutiens du gouvernement, considère la décision comme un acte fondateur. Selon eux, la dépendance, même qualifiée de coopérative, maintient une vulnérabilité stratégique. Rompre avec ce cadre permettrait de révéler les coûts réels, longtemps dissimulés par des flux financiers et techniques externes. Dans cette perspective, les sanctions et les pertes à court terme sont interprétées comme le prix d'une réappropriation durable des leviers essentiels. La seconde lecture, plus critique, émane de diplomates et d'experts régionaux. Elle reconnaît la portée symbolique du geste, mais alerte sur ses effets économiques. Fermer le fleuve revient à rompre brutalement des chaînes d'approvisionnement, à fragiliser un pays enclavé et à exposer son tissu productif à des chocs répétés. Sans infrastructures robustes et sans amortisseurs financiers, l'autonomie pourrait se transformer en autarcie et la souveraineté en isolement progressif. Les chiffres de production, les pénuries et la fuite des capitaux sont cités comme des signaux d'alerte déjà visibles. La réponse ne consiste pas à invalider l'une des thèses, mais à les mettre en tension avec les données disponibles. Les pertes sont réelles et documentées. Elles confirment que la décision n'est pas gratuite. Toutefois, les indicateurs montrent aussi des mécanismes d'ajustement en cours. La création d'emplois locaux, la montée en compétences techniques et la coopération régionale atténuent une partie des effets négatifs, sans les effacer. Le risque d'isolement existe, mais il est partiellement compensé par une redéfinition des alliances et des priorités internes. Ibrahim Traoré intègre ces critiques dans sa stratégie déclarée. En interne, ses équipes suivent les indices macroéconomiques au jour le jour, cherchant des signes de stabilisation après le choc initial. Des projections estiment que la contraction pourrait être compensée par la valorisation des secteurs locaux à moyen terme, à condition de maintenir la discipline organisationnelle.
La synthèse est inconfortable mais éclairante. La décision n'est ni un triomphe assuré, ni une erreur manifeste. C'est un pari à long terme où la souveraineté se mesure dans la contrainte. Le débat ne porte plus sur l'intention, mais sur la capacité à transformer cette contrainte en équilibre viable. À ce stade, un basculement discret mais décisif apparaît. Jusqu'ici, la fermeture du fleuve Sahel était perçue comme un acte politique spectaculaire, chargé de symboles et de tensions. À mi-parcours, une autre lecture s'impose. La décision commence à produire une architecture nouvelle, encore incomplète, mais structurante. Dans les réunions nocturnes à Ouagadougou, les cartes hydrologiques sont redessinées. Les flux ne sont plus pensés comme des lignes héritées, mais comme des circuits à recomposer. Officiers, ingénieurs et administrateurs travaillent sur des scénarios de gestion intégrés, reliant eau, énergie et agriculture dans un même cadre décisionnel. Le fleuve cesse d'être un axe isolé pour devenir un nœud stratégique. Ce changement de focale modifie la perception régionale. Au Mali et au Niger, des discussions s'ouvrent sur une gestion coordonnée des ressources hydriques. Ce qui était dénoncé comme une crise devient, pour certains voisins, un précédent à étudier. La rupture burkinabé agit comme un test grandeur nature des marges de manœuvre africaines face aux héritages contractuels. Ibrahim Traoré reformule alors le récit. Il ne parle plus d'un geste, mais d'un modèle en construction. La fermeture apparaît comme la première étape visible d'un plan plus large, visant à transformer une dépendance subie en gouvernance assumée. À ce stade, l'enjeu se déplace. La question n'est plus seulement pourquoi fermer le fleuve, mais comment stabiliser le système qui émerge sans renoncer à l'objectif initial de souveraineté. Les effets de la fermeture du fleuve Sahel se mesurent désormais sur 4 plans distincts, chacun révélant une facette différente de la transformation en cours. Pour l'État burkinabé, la rupture agit comme un accélérateur organisationnel. Privée d'appuis techniques étrangers, l'administration recentralise les compétences locales. Des cellules provinciales sont créées pour surveiller les barrages, établir un cadastre hydrique et coordonner les interventions d'urgence. Les rapports internes évoquent une amélioration sensible de la réactivité administrative, résultat direct de chaînes de décision raccourcies et d'une responsabilité clarifiée. Dans le secteur privé, l'impact est contrasté. Les entreprises étrangères se retirent ou suspendent leurs activités, laissant des vides économiques immédiats. En parallèle, des structures locales émergent. Des coopératives agricoles réinvestissent les zones riveraines et adoptent des solutions adaptées, comme des pompes solaires financées par des capitaux nationaux. Après plusieurs mois de repli, la production agricole atteint environ 80% de son niveau antérieur, illustrant une reprise partielle mais significative. Le coût de la transition reste élevé, mais il s'accompagne d'une reconfiguration des acteurs économiques. Pour la population, les conséquences sont plus diffuses et profondément sociales. Les coupures d'eau rythment encore le quotidien, imposant une discipline collective. Dans de nombreux villages, des comités de gestion organisent la distribution selon des quotas équitables. Les femmes, souvent responsables de l'approvisionnement domestique, acquièrent un rôle décisionnel accru. Des enquêtes internes font état d'une hausse notable du sentiment de fierté nationale, malgré les contraintes persistantes. L'eau cesse d'être perçue comme un droit automatique pour devenir un bien à gouverner ensemble. À l'échelle régionale, les répercussions dépassent les frontières. Au Mali et au Niger, des débats s'ouvrent sur la révision de contrats de concessions similaires. L'idée d'une alliance hydrique sahélienne gagne en visibilité, portée par l'exemple burkinabé. Les chancelleries occidentales redoutent un effet domino susceptible de modifier durablement les équilibres d'influence. La décision d'Ibrahim Traoré est ainsi observée comme un signal politique autant que comme une expérience technique. Ces 4 sphères ne progressent pas au même rythme. Les pertes économiques sont réelles, les gains symboliques aussi. Mais leur interaction dessine une recomposition lente, où chaque ajustement interne renforce la cohérence du projet. À ce stade, la fermeture du fleuve n'apparaît plus comme un choc isolé, mais comme un processus cumulatif. La question centrale devient alors celle de la soutenabilité. Jusqu'où ce nouvel équilibre peut-il tenir sans éroder la cohésion sociale et régionale qui le rend possible ? À partir des données disponibles et des ajustements déjà observés, l'avenir proche du Burkina Faso se décline en 3 scénarios plausibles.
aucun ne constitue une prédiction. Chacun décrit une trajectoire conditionnelle dépendante des choix politiques, des capacités techniques et de l'environnement régional. D'abord, un scénario de base repose sur une stabilisation prudente. Dans les 6 à 12 prochains mois, les coopératives agricoles consolident la gestion locale, les infrastructures les plus critiques sont réparées progressivement et les partenariats régionaux avec le Mali et le Niger assurent un minimum de flux partagés. Les sanctions occidentales persistent, mais leur impact s'atténue grâce à la solidarité continentale. La croissance reste faible, autour de quelques points, mais la confiance institutionnelle s'améliore. Ibrahim Traoré consolide alors un modèle de souveraineté austère, marqué par des contraintes durables mais gérables. Ensuite, un scénario optimiste suppose une accélération des réformes. Les efforts de réorganisation portent leurs fruits plus vite que prévu. De nouvelles installations solaires et hydrauliques entrent en service, permettant une indépendance énergétique partielle avant la fin de l'année. Les échanges régionaux augmentent, soutenus par des accords de coopération hydrique, des investisseurs africains, attirés par la résilience démontrée, financent des projets locaux. Dans cette hypothèse, l'économie rebondit progressivement et la rupture initiale devient la base d'une croissance endogène. Le Burkina Faso s'impose alors comme un cas d'école continentale. Enfin, un scénario pessimiste décrit une accumulation de pression. Les sanctions se durcissent, les récoltes échouent et l'inflation s'accélère. Le pouvoir d'achat recule, les tensions sociales augmentent et les réserves monétaires s'érodent. La dépendance régionale remplace la dépendance occidentale sans la réduire réellement. La fermeture du fleuve est alors perçue non comme un acte fondateur, mais comme une rupture prématurée, coûteuse et difficilement soutenable. Entre ces trois horizons, l'enjeu central n'est pas de prouver que la décision initiale était juste ou erronée. Il consiste à transformer un acte politique en modèle économique viable. L'équilibre à trouver se situe entre conviction et pragmatisme, entre persévérance et capacité d'ajustement. La question devient stratégique. Quelles conditions doivent être réunies pour que la souveraineté affirmée aujourd'hui se traduise demain par une stabilité durable et non par une fragilisation prolongée? Au-delà des scénarios macroéconomiques, la décision de fermer le fleuve Sahel se traduit par des transformations concrètes pour plusieurs groupes sociaux, souvent éloignés des débats diplomatiques. Ces changements ne sont ni spectaculaires ni uniformes, mais ils redessinent progressivement les priorités et les comportements. Pour les cultivateurs des zones rurales, l'impact est immédiat et exigeant. Privés d'un accès fluide à l'eau, ils doivent adapter leurs pratiques. Certains réduisent les surfaces irriguées, d'autres investissent dans des systèmes de stockage rudimentaires ou dans des canaux de dérivation creusés à la main. L'effort est lourd, mais il s'accompagne d'une appropriation nouvelle des décisions locales. Les anciens, parfois sceptiques, reconnaissent que la crise oblige à transmettre des savoirs oubliés et à coopérer davantage. Dans les centres urbains, la jeunesse joue un rôle différent. À Ouagadougou, des collectifs d'étudiants et de jeunes ingénieurs transforment la contrainte en défi intellectuel. Des projets émergent autour de la récupération des eaux, de la filtration et de l'optimisation énergétique. Pour cette génération, la fermeture du fleuve n'est pas seulement une pénurie à subir, mais un laboratoire d'idées où se testent des solutions adaptées au contexte local. La diaspora africaine observe ces évolutions à distance. Depuis d'autres capitales régionales ou européennes, elle réagit avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. Certains s'envoient des fonds pour soutenir des initiatives communautaires. D'autres organisent des campagnes d'information, cherchant à influencer la perception internationale de la crise. Malgré des opinions divergentes, un point commun se dégage: la conscience que ce moment dépasse le cadre national et interpelle l'ensemble du continent. Ces expériences quotidiennes n'effacent ni les difficultés ni les inégalités. Elles montrent cependant que la souveraineté ne se joue pas uniquement dans les traités ou les chiffres. Elle se construit dans des gestes répétés, parfois discrets, qui transforment la contrainte en apprentissage collectif. Pour que la fermeture du fleuve Sahel dépasse le stade du symbole et s'inscrive dans la durée, une feuille de route structurée s'impose. Les autorités burkinabées articulent cette transition autour de plusieurs étapes mesurables, visant à transformer l'urgence en méthode.
En premier lieu, la priorité consiste à reconstruire la compétence locale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une Académie nationale de l'eau est créée. En 6 mois, elle forme des ingénieurs, des techniciens et des gestionnaires chargés de remplacer progressivement les experts étrangers. Chaque diplômé est affecté à un bassin précis, avec un objectif clair, atteindre une autonomie opérationnelle complète dans des délais définis. En deuxième lieu, l'étape concerne la restauration des infrastructures vitales. Les stations de pompage, les barrages secondaires et les canaux d'irrigation font l'objet de chantiers prioritaires. Les travaux sont organisés en cycle court et financés par des ressources internes, notamment issues de la taxation minière. Des comités citoyens supervisent chaque phase afin de garantir la transparence et de maintenir la confiance publique. En troisième lieu, l'étape vise la diversification des sources. Le plan gouvernemental prévoit une montée rapide de l'énergie solaire pour réduire la pression sur le fleuve. Des projets pilotes de désalinisation et de récupération des eaux sont testés dans les zones les plus exposées. L'objectif affiché est de diminuer de moitié la dépendance hydraulique au Sahel dans les prochaines années. En quatrième lieu, l'étape renforce la coopération régionale. Des accords de gestion conjointe sont signés avec le Mali et le Niger, accompagnés d'un observatoire commun chargé de partager les données en temps réel. La souveraineté est ainsi pensée comme un projet collectif, non comme un repli. Enfin, l'ensemble du processus est soumis à une évaluation régulière. Des rapports publics trimestriels mesurent les progrès et ajustent les priorités. Pour Ibrahim Traoré, la légitimité de la décision se prouvera moins par sa radicalité que par la rigueur de sa mise en œuvre. Au bord du fleuve Sahel, les mêmes ingénieurs qui avaient refermé les vannes se tiennent désormais face à une eau revenue sous contrôle national. Le décor a changé, mais la tension demeure. Les turbines réparées, les canalisations neuves et les bassins surveillés racontent moins une victoire qu'un recommencement. Le silence du matin n'est pas celui du triomphe, mais celui d'un pays qui réapprend à fonctionner par lui-même. Ibrahim Traoré, venu inspecter les installations, s'arrête quelques instants. Il observe sans discours. La décision prise en 2025 ne sera pas jugée sur sa radicalité initiale, mais sur ce qu'elle aura permis de construire. Autour de lui, des enfants jouent près de l'eau, des femmes remplissent des seaux, des ouvriers ajustent des vannes. Les traces de la crise sont visibles, mais une fierté plus calme s'est installée. Le fleuve ne symbolise plus une dépendance invisible, il devient un miroir, il reflète un pays conscient de ses limites, mais décidé à les affronter sans tutelle. La souveraineté, ici, ne se proclame pas, elle se pratique jour après jour dans des gestes précis et parfois modestes. Et, au bout du compte, une phrase s'impose en peu de mots, ce choix n'a pas fermé une ressource, il a ouvert une responsabilité durable. L'histoire du fleuve Sahel ne s'arrête pas à ses rives. Elle s'étend comme une métaphore pour d'autres pays confrontés au même dilemme, souvent moins visible. Chaque territoire possède une ressource stratégique, un héritage contractuel et un choix à réexaminer. Ce que le Burkina Faso a engagé sous la direction d'Ibrahim Traoré dépasse une décision technique. C'est une interrogation collective sur la manière de décider sans dépendre. Le geste de fermeture a révélé qu'une souveraineté affirmée n'est ni un repli, ni une rupture définitive. Elle implique des coûts immédiats, mais qu'aussi une responsabilité accrue dans la gestion, la transparence et la coopération. La question n'est donc pas de savoir s'il faut rompre ou coopérer, mais comment établir des partenariats sans perdre la maîtrise de l'essentiel. Pour le lecteur, l'enjeu est simple. Observer cette expérience comme un cas isolé ou y voir un miroir de débat plus large sur les ressources, la dignité et le pouvoir de choix. Le fleuve Sahel invite à une réflexion dépassant le Burkina Faso. Alors, face à ses propres dépendances, chaque société peut se demander à quel moment le confort devient-il une contrainte et à quel prix la responsabilité collective commence-t-elle réellement ?